613-639, Clotaire II et Dagobert, l'apogée de la monarchie mérovingienne. Alors de 613 à 639, le royaume des Francs va être gouverné par un seul roi, Clotaire II, de 613 à 629, puis son fils Dagobert, qui lui succède de 629 à 639. Alors Dagobert cède cependant, au début de son règne, la province d'Aquitaine, qui devient un royaume, à son demi-frère Caribert, mais ce dernier décède dès 632, et Dagobert devient du coup le seul roi du royaume unifié. Alors durant ces deux règnes, on va voir la collaboration avec l'aristocratie se développer, ainsi que l'administration autour du palais, et une valorisation des puissants par la religion. Alors dès le début de son règne, en 614, Clotaire s'assure la coopération des aristocrates, des grands, en les réunissant lors d'une grande assemblée à Paris. Et cette assemblée confirme le pouvoir local des aristocrates, tout en rappelant les prérogatives de la royauté. Donc c'est au roi que reviennent les prélèvements, les tonlieux, c'est-à-dire les taxes sur les marchandises, et en matière religieuse, c'est également au roi que revient l'ordination des puissants évêques qui occupent les principales cités du royaume. Alors dans un second point, on va voir le rôle du palais. Et on désigne par le mot palais, d'une part les domaines royaux, puisque les rois mérovingiens sont itinérants, mais quand ils ne dirigent pas de guerre, ils se déplacent autour d'un espace restreint, autour de Paris en Austrie, ou autour des grandes cités rhénanes, Metz, Trèves, Cologne en Austrasie. Donc ils se déplacent autour de leurs domaines ruraux, qui sont le départ de leurs chasses et des déplacements de la cour, et ces domaines sont gérés par les maires du palais et les intendants, qui s'occupent des fiscs et des domaines de la couronne, qui assurent les revenus de la royauté. Le palais désigne d'autre part l'entourage du roi, sa famille, ses proches et son administration. Parmi eux, on remarque certains personnages clés, le maire du palais bien sûr, mais aussi le chancelier qui dirige les actes officiels et les diplômes, le monétaire qui s'occupe des prélèvements et des finances, ou le comte du palais pour les causes judiciaires importantes. Le trésor du palais est alimenté par les tributs versés par les peuples soumis et les cadeaux des rois étrangers. Et ces trésors sont exhibés lors des banquets et des cérémonies. Du coup, le palais accueille des aristocrates venus de toutes les provinces du royaume et la cour devient un creuset pour l'aristocratie. On peut donner deux exemples fameux. Didier, qui est originaire d'Albi et qu'on connaît grâce à sa correspondance, qui va devenir trésorier royal, ou Éloi, qui nous rappelle la fameuse chanson du roi Dagobert, qui est un fameux orfèvre venu du Limousin et qui va devenir le monétaire de Clotaire. Et l'image représente un tiers de sou d'or de Dagobert Ier avec d'un côté le portrait du roi et au revers le nom d'Éloi inscrit. Alors on remarque que ces conseillers du roi sont souvent promus évêques. Didier devient évêque de Cahors et Éloi évêque de Noyon puis de Tournai. Et d'autre part, ces proches du pouvoir royal sont souvent élevés au rang de saints à leur mort. C'est ce qu'on appelle la sainteté aristocratique, une manière de célébrer leurs fonctions et leur prestige. On remarque également qu'à l'intérieur du palais, une relique, la cape de Saint-Martin. Alors la cape de Saint-Martin, c'est le drap qui recouvrait son trésor à Tours. Donc une relique très précieuse puisque Saint-Martin est un saint très populaire. Donc cette relique devient l'objet le plus précieux de la cour
et il est placé sous la garde de chapelains, un petit groupe de clercs qui assure le service liturgique. Donc de cette chape, de cette relique, vient le mot chapelle et chapelain. Alors toujours cette idée d'une valorisation du roi par la religion, donc d'une sacralisation de la fonction royale et du roi. On peut noter qu'en 626-627, les actes d'une nouvelle assemblée au palais de Clichy révèlent dans leur préambule un roi présenté comme un prophète et un souverain à l'image du roi David de la Bible. Donc on peut y voir quelque part les débuts de la royauté sacrée. Alors un autre exemple notable de ce lien entre la royauté et la religion se trouve dans l'abbaye de Saint-Denis, qui n'est pas fondée par Dagobert, puisqu'elle est fondée vers le IVe siècle autour du tombeau du martyr romain, et que la basilique a été reconstruite bien avant par Sainte Geneviève, mais l'abbaye se voit dotée par Dagobert de nombreuses donations, donc des domaines, des taxes, les taxes de la foire qui a lieu à l'issue de la fête du Saint le 9 octobre, et en retour, les moines chantent une louange perpétuelle, en latin Laus Perennis, qui permet d'honorer sa famille. Et à sa mort, Dagobert choisit d'être enterré à Saint-Denis, qui va devenir, à partir de son enterrement, la nécropole des rois de France. Le prestige de leur famille également.